ravie d'être avec vous. En effet, une pensée pour Géraldine qui ne pourra pas être avec nous. Et puis, ravie d'accueillir nos 3 intervenants pour la table ronde. Je commence par toi, Maximin. Maximin, tu es agriculteur à Lachy, depuis 26 ans, sur une surface de plus de 180 hectares. Tu produis des pommes de terre pour l'industrie, tu as également un méthaniseur, tu es également producteur d'électricité grâce au photovoltaïque. Maximin a également un centre équestre, tu fais du tourisme, bref, une grande diversification des activités. Tu as été président de la Chambre d'agriculture de la Marne, je regarde les dates parce que je ne les connais pas par cœur, de 2013 à 2019, au niveau régional de 2019 à 2025, et tu as été en charge du dossier recherche, développement, innovation pour la Chambre Agriculture France. Aujourd'hui, on te reçoit au titre de la présidence de Terra Solis, donc bienvenue. Pierre-François Chavannes, enchanté, bienvenue. Tu es agriculture bio, en grande culture et en semences du côté de Châlons-en-Champagne. Tu m'as précisé que tu avais 48 ans et 3 enfants. Et c'est important parce que dans ton parcours, ça dit quelque chose de toi. Aujourd'hui, tu occupes le poste d'administrateur dans différents échelons du bio dans la Marne, dans le Grand Est et aussi au niveau national. La particularité de ton parcours, c'est que tu as 10 ans d'expérience dans le conventionnel et également 10 ans d'expérience maintenant dans le bio, donc bien placé pour parler des deux. Et toi, tu n'as pas une formation agricole au départ, tu as fait Sciences Po, donc un profil aussi un peu atypique. Étienne Mignot, bienvenue, de la coopérative Vivesia. Tu es ingénieur en agriculture chez Vivesia depuis 7 ans, et aujourd'hui, tu es au centre du service innovation et agronomie. Tu conduis des travaux sur l'évolution des pratiques agricoles et tu travailles également à l'accompagnement des agriculteurs dans le contexte de changement et de transition. Avec les collègues, vous avez lancé un programme d'agriculture régénérative en 2023 et aujourd'hui, tu es dans le cadre de ces travaux le référent du cadre agronomique. Mais tu n'es pas que dans des bureaux puisque toi aussi, tu es agriculteur. Tu es installé depuis novembre 2025 sur la ferme familiale dans l'Aube. Plus de 100 hectares dans la polyculture avec diverses pratiques dont tu nous parleras peut-être également. Je commence avec toi, Pierre-François. Je vous ai à tous demandé un peu quels étaient les déclencheurs chez les shifters. Ça nous intéresse de faire shifter, comme notre nom l'indique. Et donc, qu'est-ce qui a déclenché chez toi le fait de questionner tes pratiques au niveau agricole ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le temps long et le temps court. Le temps long, on s'en rend compte à travers des graphiques, etc. Le temps court, on s'en rend compte, nous paysans, de façon assez traumatique. Donc, moi, je me suis installé en 2011 et donc j'ai connu l'année 2016 qui m'a pas mal marqué avec toute cette pluie au mois de juin. Et on a découvert un truc, c'est le temps de chute de Hackberg. C'est une caractéristique technologique du blé qu'on ne connaissait même pas. Et puis cette année-là, il était très mauvais. On nous a dit, on ne peut pas faire de farine avec votre blé. Ah la vache, donc on a du blé, on ne peut rien en faire. Ouf, angoisse. Il y a eu l'année 2021, avec un mois de juillet, donc nous c'est la saison des moissons, juillet, et il pleuvait tout le temps, quoi. Et il se trouve que c'est l'année où mon père a choisi une carrière de malade plutôt que de chef d'entreprise, et donc j'allais le voir à l'hôpital au mois de juillet, et il me demandait alors ça avance la moisson, puis je regardais la pluie tomber par la fenêtre, ça avance pas. Et moi j'avais pour la première fois en fait les 2 exploitations que nous faisions sur les épaules, il fallait gérer ça. 2021, j'en étais à me dire combien d'argent je sors du champ à l'heure. C'est pas telle culture est prioritaire sur une autre, c'est combien d'euros je sors à l'heure, et donc je vais là. Assez traumatique. Et puis sur 5 étés, on en a eu 3 d'humides. Donc quand on joue une bonne partie de son année à la moisson, ça devient compliqué. Du coup, tu n'as pas attendu que ça se passe, tu as développé des pratiques. Alors, c'est là que je vais avoir une petite casquette bio. Tous les paysans sont climato ou météo dépendants. En bio, on l'est encore plus. Par exemple, des exemples de désherbage. Ça sert à rien de gratouiller le sol. S'il repleut derrière, les herbes vont repiquer. On ne fera pas de désherbage sans des conditions sèches. La fertilisation. Nous, on met de l'engrais organique. C'est un engrais qui doit minéraliser pour être digeste par les plantes. Et cette minéralisation, elle dépend de la vie du sol, qui, elle, dépend de la température et de l'humidité du sol.
Donc on est complètement dépendant du climat. Et en plus ici, alors on est en terre blanche, elle a des avantages, elle a aussi des inconvénients, c'est l'albédo. Vous savez, l'été, il vaut mieux s'habiller en blanc, l'hiver en noir. Bon, nous on a un sol qui reflète la chaleur du soleil, donc qui se réchauffe lentement au printemps. Ah bah pas de peau, c'est le moment où les plantes ont besoin de fertilité. Donc on est très climato-dépendant. Et alors comment on s'adapte? Il y a aussi donc la moisson. Donc alors pour ce qui va être du désherbage, on va dire qu'en bio en tout cas, on va essayer d'avoir un non-enherbement plutôt que de tout faire pour avoir des herbes. Par exemple, je prends un exemple, je vise personne, mais semer un blé début octobre, c'est l'assurance d'avoir des herbes. C'est la période où tout lève. Bon, nous en bio, si on sème début octobre, on est mort. Donc on va attendre un sol froid pour essayer de ne pas avoir d'herbe. Moi, je me remets au labour, malheureusement, mais ça permet de faire place nette quand même. Donc ça, c'est le genre de techniques d'évitement qui permettent de se dire, allez, je vais avoir moins d'herbe possible et le désherbage viendra en complément, si je peux le faire. L'année 2024 où il a plu tout le temps, moi en craie, j'ai réussi à faire un petit peu de désherbage, mais les gens en terre lourde m'ont regardé avec des yeux, ils n'ont pas sorti la RC-Tri de l'année. C'est quand même un problème. Pour ce qui est de la fertilisation, on va avoir plusieurs formes de fertilisants, plus ou moins rapides, plus ou moins réactifs. Et on va essayer d'avoir quelque chose qui débobine, comme on dit, au moment où la plante en a besoin. Pour ce qui est de la moisson, on peut s'adapter avec un peu de machinisme, notamment des endaineurs. C'est-à-dire, là, il y a une période, la culture est presque mûre, il y a une période de sec, allez, on endaine, on finit la maturité au sol un peu plus vite, et puis on ramasse ça, et puis c'est fait, quoi. On peut aussi développer des installations de séchage. Quand on récolte du grain pas tout à fait aux normes, ça permet de s'adapter. Ça, c'est du technosolutionnisme, malheureusement, pour ce qui est du court terme. On en est un petit peu là, quoi. Et après, on a aussi une technique qu'on fait en bio, qu'on ne fait pas en conventionnel parce que c'est pas trop compatible avec le désherbage chimique. Ce sont les cultures associées. Donc on va mettre, au lieu d'avoir une monoculture de blé dans le champ, on va mettre du blé plus du pois, par exemple. Après, qu'est-ce que l'année nous donnera? Point d'interrogation, mais on maximise les chances d'avoir un peu de biomasse de grains à la fin de l'année. Donc on fait plein de choses. Et moi, l'année dernière, j'ai même fait un essai paillage. Alors, on paille dans son jardin, dans son potager. J'ai fait un paillage sur 7 hectares. J'ai essayé de voir ce que ça pouvait faire, si c'était faisable, si ça marchait, etc. On en reparlera. Donc on essaie de s'adapter. Je pense à une chose, c'est qu'on ne peut plus chercher la maximisation en fonction d'un climat qui serait assez calibré. On va prendre des tôles tous les ans. Il faut qu'on arrive à avoir des réussites tous les ans pour que, bon an, mal an, il reste quelque chose, quoi. Je pense qu'il va falloir se faire à cette conduite d'exploitation, à cette conduite de notre métier. Après, l'adaptation, il n'y a pas besoin d'être paysan pour le savoir. Les paysans ont toujours dû faire face à la météo changeante, etc. Encore plus maintenant, à des phénomènes encore plus extrêmes, oui, ça c'est sûr. Merci. Je réagis juste sur quelque chose, j'en profite. Ce qui vient d'être dit, c'est intéressant du coup de parler de diversification des cultures sur le territoire, pour ne pas mettre les œufs dans le même panier. Ça voilà, c'est juste pour dire ça me paraissait extrêmement intéressant. La diversification fait partie des solutions. Et on a la chance ici de pouvoir faire beaucoup de cultures. Étienne, chez Vivescia, la prise de conscience, elle remonte également un peu. Est-ce que tu peux nous en parler, mais aussi peut-être faire un retour sur Vivescia en quelques chiffres? Oui, bien sûr. Je te laisse. Ouais, je veux bien. Déjà, bonjour à tout le monde. Effectivement, Vivescia, donc présentation très succincte, si tout le monde ne connaît pas. La carte en bas à gauche qui permet de se situer un petit peu. Donc, on est sur toute la région Champagne-Ardenne et départements limitrophes. On a une histoire coopérative qui remonte à plus d'un siècle maintenant. Et Vivescia s'est créé en 2012, mais c'est pas pour ça qu'on est reparti de zéro sur nos travaux. On a toujours eu un service agronomique innovation qui était poussé, notamment avec un club agriculture de conservation des sols qui existe depuis maintenant plus de 30 ans, dans lequel d'ailleurs l'animatrice actuelle est dans la salle. Donc on parle de tous ces sujets, association de culture. On s'inspire notamment du bio pour essayer de l'appliquer en conventionnel avec d'autres problématiques, mais d'autres solutions également. On travaille sur les couverts végétaux et on travaille tous ces sujets-là donc depuis très longtemps. Et ça s'est concrétisé donc en 2023. On a lancé un programme d'agriculture régénérative, on en parlera. Mais surtout en 2023, on a certifié notre stratégie climat de l'entreprise. On est une entreprise
entreprise internationale, on est aussi actif dans plein de pays dans le monde, là où va avoir des industries, qu'elles soient notamment beaucoup de malteries, des maïseries, des moulins aussi de farine qui sont implantés aussi très localement, avec une grande majorité des céréales collectées sur la région Champagne-Ardenne qui sont transformées à moins de 300 km. Donc 300 km, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais en flux logistique, c'est pas tant que ça par rapport à d'autres pays. Et donc, on a inscrit une stratégie climat dans l'entreprise qui est certifiée SBTI, qui est de moins 29% à un horizon de temps d'ici 2030 sur une base 2021. Et ces travaux, ils se sont appuyés sur plusieurs choses. Ils ont été motivés aussi parce que ce qui a déjà été dit, donc je vais pas répéter, mais ça a été déjà très bien dit par la conférence et par le témoignage précédent, c'est les aléas, c'est les difficultés qu'on rencontrait de plus en plus fréquents. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Et notamment, c'est passé par une étude climatique qui a été réalisée par Damien, qui est aussi présent dans la salle. On s'est intéressé en fait aux évolutions climatiques. Donc tout ce que Serge a détaillé, on va dire, à l'échelle française et européenne. Nous, on s'est dit, essayons de le regarder aussi sur ce qui nous concerne chez Vivessia, donc sur notre zone de chalandise. Et donc vous voyez la carte qui est affichée ici au milieu. On a divisé en fait notre territoire qui est déjà petit, pour faire de la climato, c'est tout petit comme territoire. Et on a essayé de nuancer ça en 20 zones pédoclimatiques pour essayer de regarder les zones déjà par rapport au sol, le contexte dans lequel on est implanté, les cultures qui sont possibles ou pas possibles. Quand il y a des cailloux, on ne peut pas faire de pommes de terre parce qu'on ne va pas les récolter. On ne va pas aller faire du tournesol dans des zones qui sont trop humides et où la récolte serait passée le mois d'octobre systématiquement. C'est trop dangereux, c'est trop limitant. Donc on a regardé cette étude-là qui a été faite et on a regardé, vous voyez, 18 cultures sur ces 20 zones. On a regardé 3 horizons de temps. Le climat historique qui a été fait sur des bases de 1990 jusqu'à 2020. Puis après on s'est projeté jusqu'à 2030, jusqu'à 2050 avec 2 scénarios du GIEC pour voir un petit peu les impacts que ça pourrait avoir sur nos capacités de production et finalement sur la durabilité des filières. Et là aussi on est arrivé un peu aux mêmes conclusions. On a besoin de diversification à l'échelle du territoire et des exploitations. Une exploitation, elle peut être spécialisée, c'est pas forcément problématique si elle l'aime et que son voisin peut avoir une activité peut-être complémentaire. Les difficultés qu'on a, c'est que dans la région, on s'est spécialisé et tout le monde, globalement, s'est spécialisé de la même façon. Ce qui a été très bénéfique pour créer des industries, mais qui aujourd'hui atteint un petit peu ses limites. Et donc voilà un petit peu d'autres points. Et donc par rapport à ça, on a essayé de mettre en place des stratégies, au-delà de ces mesures d'adaptation, d'atténuation qui ont déjà été largement expliquées par Serge pendant la conférence. On a essayé aussi de développer un programme local pour passer à l'action, parce que c'est bien de faire des constats, mais avant tout, essayer de faire changer les pratiques. Donc en 2023, on a lancé un programme qui s'appelle Transition. J'en le présenterai un petit peu plus tard dans cette table ronde, mais globalement qui s'intéresse à tous ces sujets et qui essaye, comme tu le disais alors, en anglais, mais à shifter, faire des changements dans les exploitations agricoles. Et donc lancé en 2023, c'était le premier programme de cette ampleur, il faut savoir le dire, c'est pas parce que Vivessia l'a fait, forcément on est fiers de l'avoir fait, mais c'est le premier programme de cette ampleur. On parle de 600 agriculteurs qui sont aujourd'hui dans la démarche, chez qui on a réussi à capter de la valeur, et c'est ce que je présenterai ensuite. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à aller capter de la valeur ailleurs que juste les agriculteurs doivent financer leur changement de pratique. On allait capter de la valeur à l'aval, c'est-à-dire chez les clients, de première transformation, seconde transformation, voire troisième transformation, pour que chacun prenne sa part de responsabilité dans les changements de pratique. Et derrière, on arrive à reverser cet argent aux agriculteurs qui peuvent mettre en place des changements de pratique comme ont pu être listés. Plus de couverture des sols, avec des couverts courts, longs, en même temps que la culture. C'est aussi certains qui ont replanté des haies, même si ce n'est pas le levier qui a été le plus actionné jusqu'à présent. On est aussi au début, il faut un certain temps. On le parlait, le temps agricole, il reste quand même important et un frein. 2023-2026, ça fait que 2 campagnes. Donc c'est une réussite, mais on reste très humble sur notre capacité aussi à l'accompagner dans le temps, parce que c'est aussi ce qui ressortait de la présentation. Si on a un effet court terme, on réussira à contrer, mais finalement on se reposera la question dans 5 ans. L'objectif de transition, c'est d'adresser des questions et de trouver des réponses sur le long terme. Merci. Maximin, tu vas nous parler des déclencheurs pour toi, mais avant, j'aimerais que tu puisses dire quand même 2 mots sur le dispositif de TerraSolis que peut-être certaines personnes ne connaissent pas dans la salle.
Très bien. Bonjour à tous. Alors, TerraSolis, c'est depuis 2014. En fait, c'était l'opportunité finalement de la cession de la base aérienne 112 qui a fait que le préfet à l'époque m'avait demandé, en tant que président de chambre d'agriculture, de réfléchir s'il n'y avait quand même pas un projet agricole à faire, puisqu'il y avait l'opportunité de réhabiliter 240 hectares de terres agricoles. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un comité scientifique pendant 1 an. Et le préfet avait mis 100 000 euros, la chambre d'agriculture avait mis 100 000 euros, puis avec 200 000 euros, on a fait une étude. Et on a réuni des scientifiques de renommée nationale et on leur a dit, au-delà de ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait comme ferme expérimentale pour être innovant en agriculture. Et en fait, c'est le travail d'une année, en 2013, de ces scientifiques-là qui a abouti sur une réflexion qui dit que en fait, l'agriculture française, depuis l'après-guerre, elle s'est beaucoup organisée par silos. C'est-à-dire que vous avez eu, et par filières, donc la filière des céréales et puis l'institut des céréales, la filière des betteraves, l'institut de la betterave, la filière de la luzerne, des oléagineux. Et en fait, on a construit l'agriculture, mais beaucoup en silo et de façon très verticale finalement. Ce qui était très bien parce que finalement, c'est ce qui a permis de trouver des marchés et de s'organiser de façon à pouvoir produire et atteindre un marché. Seulement, la solution pour régler les problèmes, notamment climatiques, la réduction des phytos, les problématiques d'eau, etc., les conclusions de l'étude, c'est de dire finalement, c'est beaucoup par l'approche systémique qu'on peut trouver des solutions. Et il n'existe pas d'institut de l'approche systémique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque filière est en plus ou moins concurrente les unes par rapport aux autres, parce que finalement, elles écrasent leur charge avec les volumes. Donc, quelque part, on est tous un peu concurrents sur la biomasse quand on a organisé les filières. Mais lui, l'agriculteur, il n'est pas... c'est à lui à décider finalement qu'est-ce qu'il va faire sur son exploitation. Et les solutions pour justement répondre aux attentes sociétales passent beaucoup par l'approche systémique. Mais personne n'en a fait vraiment un métier, une science, de dire finalement, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Parce que parfois, pour être bon sur les gaz à effet de serre, on est parfois moins bon sur le bio, par exemple, ou inversement. Du coup, nous, on n'a pas fait de cahier des charges. On essaye de trouver de l'innovation pour finalement tous les cahiers des charges, pour le bio, pour le conventionnel, pour tout le monde. Donc, on ne veut pas s'interdire finalement de solutions. Donc ça, c'est TerraSolis. Et en fait, on s'est rendu compte avec les travaux de TerraSolis que l'agriculture, c'est avant tout un bilan énergétique. C'est-à-dire que sur la planète, finalement, rien ne se crée, tout se transforme, tout est là, la planète, elle est finie. Et donc, à un moment donné, de l'engrais, que ce soit du phosphore, de la potasse, etc., il n'y en aura plus, quoi. C'est-à-dire que si on gaspille, si on ne crée pas une économie circulaire, finalement, à un moment donné, c'est quoi l'avenir de la durabilité de l'agriculture? Donc ça, c'est des vraies questions qu'on se pose. Et du coup, on s'est fixé malgré tout un focus sur les fameux gaz à effet de serre, parce que en 2013, c'était vraiment pas du tout à la mode. Et quand je suis revenu auprès de la Chambre d'agriculture de dire on va faire une ferme expérimentale pour aider les agriculteurs et les territoires à atteindre la neutralité carbone, tout le monde m'a pris pour un fou, parce qu'en 2013, personne n'en parlait. Mais on a réussi à convaincre. On a réussi à convaincre l'ensemble des acteurs de la région pour se mettre autour de la table et finalement réfléchir ensemble comment est-ce qu'on pouvait accompagner finalement l'agriculture et les territoires pour atteindre cette neutralité carbone. Et assez rapidement, dans les travaux qu'on a réalisés, on s'est rendu compte que l'agriculture, c'était vraiment un bilan énergétique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut 500 équivalents litres de fioul pour faire 10 tonnes de blé. 10 tonnes de blé, c'est 4500 équivalents litres de fioul. Okay, et sur les 500 équivalents litres de fioul qu'il faut pour produire les 10 tonnes de blé, c'est toute l'énergie comprise. C'est-à-dire celle pour faire les engrais, pour faire les phytos, pour transporter le blé jusqu'à la coopérative, pour créer le tracteur, le GNR qu'on met dans le tracteur. C'est toute l'énergie qu'il faut. Tout ça, c'est de l'énergie à un moment donné. D'ailleurs, Jean Covici a tous ces tableaux qui sont très explicites sur cette partie-là. Sur les 500 équivalents litres de fioul, il y en a 200. C'est l'énergie, le gaz naturel, le gaz fossile qu'il faut pour produire l'azote minéral. Ça veut dire que si vous voulez réduire de 40% les gaz à effet de serre de l'agriculture, le sujet, il est azote. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vie sans azote, il n'y a pas de vie sans eau, il n'y a pas de vie sans oxygène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce que vous mangez, pour vous, il vous faut de l'énergie. C'est-à-dire que vous mangez, c'est parce qu'il vous faut de l'énergie. Cette énergie-là, à un moment donné, il faut de l'azote pour produire cette énergie. Donc le sujet, il est essentiellement azote. Donc si on veut réduire nos gaz à effet de serre de 25%, comme c'est l'objectif qui est fixé dans le cadre de l'Europe, enfin du GIEC, des accords de Paris, tout à fait,
on s'est imaginé tout un tas de réflexions pour trouver cette solution. Alors, les solutions, elles sont beaucoup sur l'approche systémique, justement. Donc, le choix des cultures, le choix des espèces, les couverts permanents, le choix des variétés, le choix de... on a... Comment ? Des légumineuses, évidemment des légumineuses. Et je veux dire, ça, on en parle depuis combien de temps des protéagineux, des plants protéines en France, où à un moment donné, on est resté sur les accords géopolitiques, hein, où en France et en Europe, on nous laissait produire du blé et puis les protéines en Amérique. Tous les plans protéines ont échoué. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. On a quand même du mal à arriver là-dessus. Alors que si on veut réduire à un moment donné ces gaz à effet de serre, alors il y a cette approche systémique. Et je voudrais rassurer tout le monde, c'est-à-dire que nous, dans nos régions, il n'y a pas de monoculture, en fait. Hein. Nous, notre histoire ici, c'est d'avoir 6, 7, 8, 9 cultures sur nos exploitations. C'est-à-dire que tous ceux qui disent « ouais, mais c'est la faute de la monoculture », non, aujourd'hui, les solutions qu'on doit trouver, alors c'est d'amplifier le fait d'avoir ces multicultures, mais il faut réfléchir cette approche systémique de façon à trouver les solutions pour baisser nos IFT, pour baisser nos gaz à effet de serre, pour continuer à produire, mais produire avec quelle énergie ? Parce que finalement, en France, il n'y a pas d'usine pour produire l'azote. C'est-à-dire qu'on vous parle tous les jours de souveraineté alimentaire, mais au final, d'où vient l'azote ? Et si on veut diminuer l'élevage, comme on nous le dit, parce que l'élevage a aussi une responsabilité dans les gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on va nous dire qu'il faut faire moins d'élevage, et on ne veut pas faire d'usine d'azote chez nous, et on vous parle de souveraineté alimentaire. Donc vous voyez, l'équation, elle est très complexe. Et donc, TerraSolis est fait pour réfléchir sur cette équation complexe, pour trouver des solutions. Et je voudrais dire un mot, malgré tout, enfin un mot très important, parce que moi, le déclencheur sur mon exploitation, qui m'a vraiment alerté, qui m'a fait m'engager, c'est la baisse de la matière organique. C'est-à-dire que moi, mon père, il avait des vaches laitières en 76, il y avait 3% de matière organique. Moi, j'ai repris la ferme en 99, il n'y avait plus que 2. Aujourd'hui, je suis à 1,5, parce que je fais aussi des pommes de terre sur l'exploitation. Ça veut dire que quoi qu'il arrive sur mon exploitation, si je ne change pas mes méthodes et mes pratiques, je suis mort. Et la meilleure chose pour répondre aux excès du climat, que ce soit la rétention en eau ou quand il fait très chaud, c'est une bonne matière organique. Donc, quoi qu'il en coûte, quelque part, pour reprendre des propos qui ne sont pas le mien. Attention, c'est glissant. C'est glissant. Mais ce que je veux dire, c'est que le défi qui est le nôtre, c'est de trouver des solutions sur l'azote, sur cette autonomie, et c'est essayer de relever notre matière organique pour être aussi résilient par rapport à l'adaptation au climat. Et je vous donnerai quelques idées de solutions après. Merci. Étienne, on entend que le constat, tout le monde l'a fait et il est clair. Du coup, transition, le programme est en cours. Est-ce que tu peux nous expliciter un peu ce qui fonctionne aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut déjà regarder de positif ? Effectivement, c'est une façon de faire. C'est pas forcément la seule, même si jusqu'à présent, elle est plutôt une grande réussite. Donc Transition, c'est un programme qu'on a lancé en 2023, je l'évoquais tout à l'heure, progressivement. 124 agriculteurs, 184, le nombre d'agriculteurs, c'est un chiffre, c'est important, mais derrière, c'est le nombre d'hectares et le nombre de tonnes. Parce que c'est ça qui est payé à la fin par quelqu'un. En l'occurrence, par des clients, on va en parler. En 2024, on a réussi à augmenter, on est monté à 410 agriculteurs au total, et là, donc, on a signé en 2025 pour la récolte 2026 qui arrive, donc quasiment 600 agriculteurs, ce qui fait quand même 100 000 hectares. Donc 100 000 hectares sur lesquels on a la prétention de dire que les agriculteurs, ils vont avoir une approche justement systémique, parce qu'on a tous identifié ce point-là. Il faut arrêter de regarder culture par culture. Parce que sinon, on prend un cahier des charges en blé, on prend un cahier des charges en colza, un cahier des charges en pois, un cahier des charges en betterave, un cahier des charges en luzerne, et il n'y a rien qui communique, il y a des antagonismes même parfois d'un cahier des charges à l'autre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait de cahier des charges. On a fait un cadre agronomique qu'on a regardé et on évalue les agriculteurs sur 4 critères. 2 critères sur le sol, la durée de couverture. Donc la durée de couverture du sol, forcément, ça parle. On vient d'en parler, que ce soit pour l'érosion, l'infiltration, réduire les impacts de l'eau, essayer de couvrir plus pour faire plus de photosynthèse, donc potentiellement stocker plus de carbone dans les sols, c'est le 2e critère, augmenter la quantité de carbone qu'on donne à manger à notre sol. De toutes les façons possibles, donc les engrais organiques, les couverts végétaux, les résidus de culture, etc., etc. 3e critère, les émissions de gaz à effet de serre.
on arrive aujourd'hui à chiffrer sur ces 600 exploitations les émissions de gaz à effet de serre qui sont réalisées pour produire. Et le 4e critère aujourd'hui, c'est la biodiversité. Pourquoi? On l'a inscrit, de la même manière que le carbone, il y a 10 ans, on n'en parlait quasiment pas. La biodiversité, on en entend toujours parler un peu en toile de fond, mais pour nous, c'était important de le mettre sur un même pied d'égalité que les autres critères. Parce que oui, les GES, c'est une menace long terme, mais la biodiversité aussi. Et derrière cette biodiversité, il y a aussi tous les enjeux de l'eau, que ce soit sur la qualité et la quantité d'eau qui est utilisée en agriculture. Alors dans la région, c'était dit tout à l'heure, on n'irrigue quasiment pas. Donc sur la quantité, on va dire, c'est plus des questions qu'on se pose suite à nos résultats d'études climatiques, c'est de se dire, on a vu que l'eau allait quand même devenir un problème, même si aujourd'hui, ça l'est pas tant que ça l'est certaines années et de plus en plus fréquemment. Donc si on veut faire de l'adaptation, peut-être que l'irrigation va pouvoir peut-être prendre de l'ampleur. Mais comme c'était dit tout à l'heure, dans une juste mesure des choses. C'est pas de dire, il suffit d'irriguer. Non, parce que l'irrigation, elle a un impact à un autre moment sur la chaîne, sur le devenir de l'eau. Donc il faut intégrer ces questions-là, et on préfère se les poser dès maintenant quand on ne l'utilise pas, plutôt que de se les poser une fois que ce sera déjà nécessaire et mis en œuvre. Donc les 4 grands critères, voilà, la durée de couverture, le carbone qu'on donne à manger à notre sol pour le stocker, la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour faire de l'atténuation, limiter les évolutions négatives, et l'eau, la biodiversité, pour être sûr qu'on intègre ces enjeux-là qui ne sont pas forcément traités directement par les 3 autres. Et donc aujourd'hui sur la répartition géographique, un point un agriculteur, vous voyez un petit peu toute la zone de chalandise sur laquelle on a ces actions favorables, on va dire, ou en tout cas pour réduire l'impact négatif au moins, c'est déjà un bon point de départ qu'on pourrait avoir. Ce qui est très nouveau dans notre démarche, c'est que globalement 90% du financement qui est fait, c'est fait par des industriels. Et c'est toute la liste de ceux que vous avez ici, donc il y a des noms qu'on connaît bien, très locaux, Tereos, on a nos propres installations, Grand Moulin de Paris, Calisea, Malte Europe, qui sont nos outils de transformation industrielle. Vous voyez qu'il y a des grands noms très connus. Heineken, c'est de la 2e transformation. Donc c'est ce qui est intéressant, on engage toute la chaîne de valeur. On n'engage pas juste celui qui collecte l'orge de brasserie, la COP, on engage aussi celui qui va transformer cette orge en malt et celui qui va utiliser ce malt pour en faire de la bière. Comme ça, à chaque étape, on arrive à financer les changements de pratique côté agriculteur. Et c'est donc des objectifs de résultats et pas des objectifs de moyens. C'est aussi un des grands changements par rapport à des cahiers des charges où on restreint certains usages de phyto. On va obliger certaines variétés de blé, d'orge, etc. Nous, là-dessus, on ne s'engage pas trop. On dit, tant que tu arrives à tes objectifs de durée de couverture, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, objectifs de biodiversité et de stockage que tu donnes à manger à ton sol, tu as le droit à des primes. Et qui sont financés donc par tous ces gens-là. Donc c'est ce qui est bien, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, on arrive à faire financer ces changements par d'autres personnes que seulement les agriculteurs eux-mêmes. Et je vous disais 90%, parce qu'il y a 10% à peu près du programme qui est financé par l'État. Via la BPI, on a répondu à un appel à projet et on a donc été lauréat. Et notamment, les 10% de l'État, c'est globalement de la structuration. C'est qu'il faut, pour qu'il y ait des changements de pratiques chez les agriculteurs, il faut qu'il y ait des changements de pratiques chez nous. Parce que les technico-commerciaux, il ne faut pas qu'ils aient la même approche avec leurs agriculteurs. Il ne faut pas que les ingénieurs agronomes de l'équipe dont je fais partie, il faut qu'on intègre ces enjeux-là. On a aussi beaucoup structuré nos données data. Parce que pour piloter tout ça, il faut capter la donnée et savoir la lire. Et donc, c'est forcément des créations de postes. Donc, il y a aussi tous ces changements de pratiques qui sont structurels et ils prennent du temps. Ça tombe bien, le temps, en agricole, on sait ce que c'est, le temps long. Par contre, c'est ce qui est difficile, c'est de parler avec tous les clients. Parce qu'un client dans son usine, il change un paramètre le matin, le soir, il sait si c'était positif ou négatif. Et on essaye de les raccrocher, donc c'est de la salive, de la salive, de la salive, pour leur dire, un agriculteur, il change ses pratiques une année, il a les résultats l'année d'après, et on a parfois besoin de 6 à 8 mois pour être capable de calculer. Et encore là-dessus, il y a toujours l'incertitude du climat qui peut être de 20 à 60%. Donc pour en tirer des conclusions et dire à tout le monde, faites ça, vous ne vous planterez pas et vous gagnerez de l'argent tout en rendant service à la société, c'est compliqué. Donc c'est compliqué, mais jusqu'à présent, on y arrive chez Vivesia et pas que. C'est aussi un des grands gages de réussite qu'on a eu, c'est qu'on ne veut pas que cette démarche qui est locale, elle se restreigne et qu'elle soit que chez nous. On veut qu'elle fasse consensus et on veut que cette approche, elle soit partagée dans d'autres régions de France, voire à l'international. Et ça s'est concrétisé l'année dernière avec Noriap, une COP qui est moins connue dans la région, plutôt du nord de la France,
qui a décidé de dupliquer ce programme transition chez eux. Et donc c'est une plus petite COP, ils engagent cette année, c'est pas affiché, 70 agriculteurs et l'objectif c'est de monter à 250. Et on est convaincu que d'autres coopératives vont monter dans le bateau. Et l'avantage de ça, c'est que ça nous donne du poids dans la discussion avec les industriels, parce qu'on parle le même langage. On a les mêmes approches systémiques qu'on adapte en fonction des régions, parce que forcément, ce n'est pas les mêmes cultures en Normandie et ici, donc on adapte les seuils, on adapte tout ça, mais on arrive à parler le même langage auprès des clients. Et donc, je ne peux rien dévoiler, ce sera aussi à la semaine prochaine, on va avoir de nouveaux acteurs, que ce soit industriels ou coopératifs, qui vont déployer ce programme-là chez eux bientôt. Donc c'est pour ça que c'est pour nous plutôt une réussite. Il y a la réussite, mais évidemment, comme dans tout projet, il y a des choses qui sont certainement un peu plus difficiles à gérer. Oui, il y a des difficultés. Alors, je ne l'avais pas présenté, mais je l'ai dit à l'oral, donc On vous fait l'avez. moins les slides sur les difficultés. Ouais. Les difficultés, parce que je la cache pour tout à l'heure, je crois. Les difficultés, principalement, on n'arrive pas à engager assez les clients. Aujourd'hui, je vous ai parlé de 600 agriculteurs dans la région qui sont partants. Il y en a d'ailleurs dans la salle. Je les salue. Je les remercie de la confiance, notamment pour ceux qui se sont lancés au départ. On a 600 agriculteurs dans la démarche. Il y en a encore 300 qui voudraient rentrer dans la démarche. Pourquoi on n'arrive pas à les faire rentrer aujourd'hui ? C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est pas qu'on n'arriverait pas à les accompagner. C'est qu'économiquement, on n'a pas assez de clients qui achètent des tonnes en face. Parce que la grosse spécificité de notre programme, c'est donc qu'on va primer colza, blé, orge, maïs, pois et tournesol sur une même exploitation avec une seule démarche. Là où d'habitude, c'est contrat par contrat. Là où on a réussi un tour de force, c'est qu'on a une coopérative sucrière locale, Tereos, qui était emballée par le programme et qui s'est dit, nous aussi, on va primer chez les mêmes agriculteurs ceux qui font de la betterave sur leur exploitation. Ce qui nous permet de mesurer en fait l'impact de toutes les cultures. On ne mesure pas que ces 6-là plus la betterave. On regarde toutes les cultures, l'impact qu'elles ont. Et derrière, si le score est bon à l'échelle de l'exploitation, vous avez des primes sur toutes ces cultures qu'on arrive à couvrir et à avoir des clients en face qui achètent des tonnes. Et en fait, ils achètent une tonne, par exemple, de blé avec les facteurs d'émission, donc les émissions de gaz à effet de serre associées à cette tonne et l'impact, biodiversité, etc., qui est aussi affecté. C'est comme ça qu'on arrive à créer de la valeur. Mais aujourd'hui, comme je le disais, on n'a pas assez de clients qui s'engagent et qui sont prêts à payer cette valeur, parce que ces clients-là, derrière, il faut qu'ils la répercutent derrière sur la chaîne de valeur. Tout le monde veut prendre sa part, mais ce n'est pas évident. Donc on a ces gros freins-là, mais une chose est certaine, ce ne sont pas des freins côté agriculteurs. Les agriculteurs sont prêts à changer leurs pratiques et ils le font. Seulement, comme ça a été dit, c'est des coûts qui sont importants et qu'il faut donc réussir à accompagner. Et donc la petite diapo, pour redonner le sourire sur la fin, quelques grands chiffres. Et le chiffre qui interpelle tout de suite, c'est 6 millions d'euros. On a réussi à reverser, donc les 600, pas encore, c'était que les 420 de l'année dernière. On a déjà réussi à reverser plus de 6 millions d'euros grâce à ces changements de pratiques. Et donc, affaire à suivre, vous voyez plein de chiffres sur le nombre de tonnes, le nombre de personnes qui ont été formées, le nombre de sessions de formation qui ont été animées sur plein de sujets au sein de la coopérative. Merci. Maximin, tu nous parlais d'Azote. Qu'est-ce que tu as pu développer? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui te motive dans ce parcours? Alors, l'idée, c'est de cumuler matière organique et azote, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne sépare pas un peu les deux sujets. Bon, on le sait, la matière organique, c'est un rapport C sur N, carbone sur azote. Et l'idée, moi, je considère que l'agriculture peut avoir un avenir s'il y a d'abord une durabilité du sol. Et je pense que ça, c'est pas négociable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment on fait pour améliorer nos sols. Et moi, je voudrais quand même rassurer tout à chacun, c'est que les choses, elles ne sont pas condamnées, elles ne sont pas irréversibles. Et là, des constats que j'ai pu faire avec les groupes de travail, parce que je produis aussi 30 hectares de pommes de terre pour Maiken, pour Matou, pour les frites. Et je fais partie d'un groupe agriculture de régénération. Et en fait, j'étais en formation dans le Nord la semaine dernière. Et dans le groupe, avec l'évolution de nos pratiques, on arrive à vraiment avoir une vraie évolution de la matière organique. Et quelque part, la prime, elle est sur 5 ans. Donc au début, vous êtes apprenti. Après, au fur et à mesure des années, vous êtes confirmé. Et puis après, au bout des 5-6 ans, vous êtes expert. Alors, vous êtes
il y a des fois, vous n'allez pas forcément arriver jusqu'au bout, si vous y arrivez ou pas, mais vous êtes expert quand... alors, il y a des analyses de sol qui sont géoréférencées, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment précis, et donc on fait vraiment une évolution de la matière organique, et là, on constate vraiment une amélioration, quoi, mais grâce à des pratiques toutes simples, enfin, toutes simples, non, je ne devrais pas dire ça, plutôt complexes, mais... Mais une fois qu'on les a intégrées, qu'on les a comprises, elles nous paraissent simples en fait. Quand vous n'êtes pas dedans, vous se dites c'est quoi ce monde-là. Puis une fois qu'on se met dedans, c'est tellement passionnant que en fait, c'est là que l'agriculture a tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre les genoux au sol, quoi, quelque part, et puis revivre sa passion d'agriculteur qui est vraiment ça. Et donc, voilà, il y a une capacité à évoluer. J'ai des amis qui sont en Haute-Marne. Vous savez, la Haute-Marne, il y a 35 ans, on a beaucoup renversé les prairies, on a beaucoup labouré de prairies. Et en fait, au début, il y avait des bons rendements. Et puis, d'année en année, les rendements ont baissé parce qu'on a tiré sur la matière organique. Et puis aujourd'hui, les rendements sont très faibles, en fait, dans certains secteurs, à cause de ça. Et moi, j'ai des copains qui ont vraiment vu des différences de compétitivité entre éleveurs et non-éleveurs. Les mecs qui s'étaient à fond spécialisés, blé, orge, colza, en fait, ils voyaient leur rendement descendre. Et il y a 5-6 ans, il y a des copains, il était hors de question de refaire de l'élevage parce qu'à l'époque c'était pas la mode, hein, les poules pondeuses et les machins. Enfin, on n'était pas du tout comme aujourd'hui où quelque part il y a de nouveau un regain d'espoir sur l'élevage. Et du coup, il a fait un méthaniseur. Et en 50 ans, il a augmenté sa matière organique de 0,5 points. Et comme quoi, quelque part, les choses ne sont pas forcément condamnées. Donc, il peut avoir de l'espoir. Alors après, il faut bien faire les choses. C'est-à-dire que c'est comme tout. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter, il y a des façons de travailler à respecter. Et puis, il y a des vrais enjeux à apprendre. Et tu l'as dit tout à l'heure, la matière organique, l'azote organique, c'est super compliqué. Déjà, le sol, c'est déjà vachement compliqué à comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et je pense qu'on est même au balbutiement de comprendre comment fonctionne le sol, hein, entre les vitamines, les oligos, toute la complexité finalement de tout ça. Et enfin, quelque part, on cherche quelque part, parce qu'avant, finalement, c'était pas tant un sujet que ça, hein, et on n'était pas très aidés. Et moi, qui ai eu la chance d'avoir quelques responsabilités au national, selon les chercheurs que je voyais à l'INRA, les courants de pensée n'étaient pas les mêmes, hein. C'est-à-dire qu'ils sont 8000 là-dedans, et vous vous dites, tiens, je vais aller chercher l'info, je vais aller essayer de faire évoluer les choses. Et en fait, c'est comme dans toute société. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, tiens, moi je pense ça. Puis vous avez un autre courant de pensée qui dit, ah ben non, c'est plutôt ça. Et nous, en tant qu'agriculteurs, en tant que, vous voyez, responsables, etc., c'est quand même pas évident de s'y retrouver. Parce que je pense qu'il faut remettre des moyens. Il faut remettre au service de l'agriculture et faire du lien entre la recherche et les agriculteurs pour pas que finalement certaines personnes soient un peu déracinées ou un peu hors sol par rapport à des évolutions de pratiques des agriculteurs. Et moi, j'essaye à travers TerraSolis, à travers les responsabilités que j'ai pu prendre, d'essayer de faire ce lien finalement entre ce que nous, on a besoin en tant qu'agriculteurs, de compréhension, faire remonter les évolutions de nos pratiques aussi, parce qu'il y a énormément de gens dans la recherche et le développement qui n'ont pas du tout conscience finalement de tout le travail qui a été fait par les agriculteurs. Parce qu'au final, les pratiques, elles ont énormément évolué depuis 15 ans. Et certaines personnes pensent qu'on travaille encore comme il y a 25 ans, alors que il y a enfin, je veux dire, on travaille plus du tout pareil pour la majorité des gens. Donc il faut refaire ce lien-là finalement. Et moi, je crois beaucoup finalement à l'intelligence collective. Parce que tout seul dans son coin, finalement, on n'a pas raison. C'est super compliqué. Et toutes les réunions d'échange qu'on peut faire entre agriculteurs, mais on gagne 10 ans parfois en une réunion, parce que il y a un collègue qui, lui, s'est cassé la gueule, s'est relevé, s'est recassé la gueule, s'est relevé, et il vous explique pourquoi, comment, quelle solution il a trouvé. Bah, ça vous évite déjà 3 gadins, quoi. Alors, c'est quand même intéressant, plutôt que de rester sur sa ferme. Donc moi, je crois en cette intelligence collective entre agriculteurs. Moi, je crois en cette intelligence collective entre filières, parce que je l'ai expliqué, l'approche, elle est beaucoup sur l'approche systémique, et on voit bien à travers le travail que vous faites, il y a aussi tout ce travail-là de filières, mais aussi jusqu'au consommateur, ce qui est vraiment intéressant. Et après, nous, c'est vrai, sur TerraSolis, on a répondu à un appel à projet sur lequel on est lauréat, hein, sur une grosse maquette financière, pour essayer de trouver des solutions en termes d'économie circulaire aussi, avec une des solutions, mais qui n'est pas la seule, hein, qui est absolument pas la seule, parce qu'il faut déjà optimiser les couverts, ce que j'ai dit tout à l'heure,
mais qui est une des solutions où quand vous êtes céréalier et que vous n'avez pas forcément d'atelier d'élevage, est-ce que la méthanisation n'est pas justement une solution pour réfléchir le bouclage des cycles? Et donc l'idée c'est d'essayer de comprendre quels sont les équilibres du sol pour boucler les cycles, couvrir en permanence, essayer de gagner de l'autonomie en azote, réduire ses gaz à effet de serre. Et puis l'avantage c'est que quand vous vous plantez dans une culture, vous pouvez la mettre dans le méthaniseur du coup. Du coup elle a quand même une rentabilité économique. Parce que moi je suis quand même assez convaincu qu'il ne peut difficilement avoir de compétitivité environnementale si vous n'avez pas de compétitivité économique. Et moi ce qui m'a frappé sur les cartes que tu as présentées, c'est finalement qu'on va avoir des concurrents qui vont avoir une compétitivité économique énorme. C'est-à-dire que la Russie, quand vous faites les tonnes que vous voyez qu'ils vont faire là, je vous rassure que le coût à la tonne, il ne sera pas le même que chez nous. Hein. Donc dans les solutions, ce qu'il faut quand même se rapporter, c'est quels moyens je donne à l'agriculture pour qu'à un moment donné, elle puisse avoir une souveraineté alimentaire qui ait une compétitivité environnementale, j'ai commencé par là, qui est incontournable parce que de toute façon, le sol n'est pas négociable et la qualité de notre produit, et le fait de pouvoir produire de la souveraineté alimentaire qui puisse être neutre en carbone, parce que c'est quand même ça l'objectif, et d'avoir une compétitivité économique. Et moi, je pense que nous, en tant qu'agriculteurs et territoires, et ce qu'on essaye de faire, même à travers des réunions comme aujourd'hui, c'est finalement de se retrouver sur un projet. Parce que quand vous allez avoir des compétitivités qui vont être telles dans le monde entier, moi, c'est ma vision, c'est qu'il faut se serrer les coudes sur un territoire, et il faut trouver la solution entre un gisement d'un territoire, parce que sur un territoire, il y a des contextes climatiques qui font que c'est telle production qui va bien passer ici, donc il y a un gisement approprié, et des fois à 5 km près, c'est plus le même, hein, entre du bois, du machin, enfin, donc il faut bien réfléchir son gisement, et puis il faut réfléchir son usage. Et à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas mettre un peu plus les gens en relation entre le gisement et l'usage? Alors sur Terra Solis, pour la petite blague, on va essayer, mais avec les petits moyens qu'on a, d'aller au bout du projet. C'est-à-dire que quand on a décidé de céder une partie de la base 112 pour faire les studios de cinéma, mon rêve, ce serait qu'il y ait une partie de l'énergie qu'on produise avec l'agriculture qui serve au cinéma pour faire les premières séries neutres en carbone. Et montrer que finalement l'agriculture, c'est aussi une solution pour les services, et qu'en fait, l'un et l'autre sur un territoire, eh ben, on est indispensable à l'un et l'autre. Merci. Je rajoute un petit grain de sel des shifters qui dirait qu'on fait face à la double contrainte carbone, c'est-à-dire qu'on a la problématique des émissions carbone dans l'atmosphère, mais on est aussi face à la problématique de l'épuisement des ressources fossiles, et que ce sujet de souveraineté et de non-dépendance aux énergies fossiles, notamment à partir des engrais, ça reste un sujet, et il y a une grande inconnue sur comment la Russie notamment va pouvoir continuer avec des ressources en gaz qui vont diminuer. Pierre-François, le bio c'est difficile, le bio c'est la galère, c'est ce qu'on entend partout, et chez toi, parce que tu n'as pas l'air d'être tant en galère que ça. Non, alors, déjà aujourd'hui, la problématique, le thème aujourd'hui cet après-midi, c'est le climat. Donc en bio, il y a la problématique produits phytosanitaires. Bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet, c'est le climat. Alors, bon, c'est juste pour préciser, je suis là sous cet angle-là. Alors, le bio, c'est compliqué. Vous savez, c'est pas plus compliqué que le conventionnel en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas grand monde pour dire le contraire aujourd'hui. Non. On a eu une traversée du désert avec en fait, il y a un truc qui marche bien en bio, c'est que on trouve quand même des gens pour mettre un peu les moyens sur leur alimentation, pour mettre un petit quelque chose en plus quand ils s'achètent à manger. Ça vaut le coup de le dire, parce qu'on a un tel effondrement du budget alimentaire depuis je sais pas quand, que bon, ça fait du bien de le dire. Alors c'est sûr qu'avec le contexte d'inflation lié à la guerre en Ukraine, il y a eu un petit ralentissement. Et la bio en France, vous savez, il y avait deux courbes qui étaient parallèles, et c'était sympa. Alors ça montait très fort, donc on se disait, c'est abrupt. Donc la courbe de la production et la courbe de la consommation. Et puis avec l'inflation, les courbes se sont croisées, et c'est la théorie de King. S'il y a 50 kilos de patates en trop sur le marché, le prix s'effondre.
S'il en manque 50 kilos, le prix s'envole, donc c'est exponentiel. Donc c'est vrai qu'on a eu une traversée du désert de 3 ans avec des prix. Alors je parle en grande culture, chaque filière a sa vie. Mais en grande culture, je vais vous dire, je vais faire rêver beaucoup de monde. On vendait notre blé 500 € tonne, c'est quand même bien. Même quand on prend une gamelle, on gagne de l'argent, c'est bien quoi. Le paysan, il dort bien. Et puis on est tombé à 270 € tonne. Et là, c'est presque une division par 2. Et là, ça bouclait plus du tout la boucle. Donc, bon, on a eu cette période-là. Là, ça a l'air de vouloir repartir. Donc, bon, c'est quand même une chose qui, vous savez bien tous, hein, la matière première, elle représente rien dans le prix final, rien. Et rajouter quelques centimes à droite à gauche, ça peut sauver des professions, des secteurs, des régions, des filières. Donc en bio, c'est ce qu'on fait. On est capable d'aller valoriser auprès d'un consommateur peut-être averti, auprès des pouvoirs publics aujourd'hui, parce que la loi Egalim s'applique de mieux en mieux ou de moins en moins mal. C'est normal que ça mette du temps à décoller. Donc voilà, on est capable d'aller chercher, de dire, on a des produits, on vous vend qui sont un petit peu plus sains, etc. que d'autres, certainement, mais on vous vend surtout un mode de production. Un mode de production qui ne laisse pas de traces. Et ça, c'est important. On va laisser les champs dans l'état dans lequel on les a trouvés, voire mieux. Bon, c'est ça la bio, quoi. C'est un mode de production. Et on est capable de le valoriser auprès d'un certain public. Bon, il y a ce qui va bien, et il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Il y a sans doute un peu plus de travail. Alors je connais certaines personnes de l'Assemblée qui diront le contraire, ou qu'il n'y en a en tout cas pas plus, mais il y a un peu plus de travail, c'est vrai. Alors déjà, on fait nos semences, bon, on n'est pas obligé, hein, mais c'est un peu de boulot. On a des récoltes qui sont un petit peu moins propres, donc on a parfois du travail post-moisson, hein, de stabiliser des tas. Alors nous, on a, au niveau infrastructure et logistique, il n'y a pas de silo bio, il y en a très peu. Quand j'étais en conventionnel, j'étais dans le champ, on moissonnait, remplissais ma benne, j'allais la vider au silo et hop, je revenais dans le champ. C'était vachement simple. Bon, bio, c'est terminé, ça. Faut poser sa production dans un coin du hangar, faut avoir de la place, il faut stabiliser son tas. Donc, bon, un peu de ventilation, un peu de tout ça, etc. Bon, il y a des trucs un peu plus compliqués, mais je vois beaucoup d'agriculteurs qui disent, moi, je fais pas de bio parce que j'ai pas le niveau. Mais en fait, nous, en bio, c'est pas beaucoup plus compliqué, surtout qu'on a pas de solution, donc on a moins de problèmes. S'il y a un insecte qui est là, on le regarde. On se demande pas, zut, alors c'est quel produit déjà, à quelle dose, à quel stade, à quelle heure. C'est presque plus simple en fait, quoi. Non, c'est un peu plus compliqué dans l'anticipation. Alors, en quoi la bio, elle est pas mal au niveau climatique? Alors moi, je suis pas chez Transition, parce qu'au début, ils prenaient pas les bio, il fallait qu'ils se fassent la main sur le tout venant avant d'aller voir les zigotos que nous sommes. J'en sais rien. En tout cas, je suis dans un autre programme carbone. Alors, ils ont l'algorithme qu'ils ont. Je suis chez Sol Capital, pour ne pas les nommer. Et ils me trouvent du stockage de carbone. Il y a deux profils. Il y a les émetteurs nets de carbone et les stockeurs nets de carbone. Et moi, je suis stockeur de carbone. Alors, je ne prends pas pour autant l'avion, mais je pourrais. Et je stocke du carbone pour ceux qui ont envie de partir un peu loin. Cette année, on a fait tourner la machine avec les données de 2025. Je suis à 1,37 tonne de carbone stocké hectare. Ça vaut ce que ça vaut, j'en sais rien. Et moi, ce qui m'étonnera toujours, c'est qu'on ne tient pas compte de la production agricole dans le stockage de carbone. Moi, quand j'ai mon stock de blé dans le hangar et que certaines années, le stock de blé, personne ne veut me le prendre, je le vois bien, le stockage de carbone. Mais ça, on n'en tient pas compte dans l'algorithme. Bon, ils n'ont toujours pas réussi à m'expliquer pourquoi. Dans le gros poste carbone d'une exploitation agricole, c'est l'engrais azoté. Parce que la fabrication de l'engrais de synthèse, l'azote de synthèse, c'est une horreur en termes de consommation de carbone, d'énergie fossile. Donc à partir du moment où on utilise une autre forme d'azote, déjà ça va mieux. Déjà, ça va mieux. Et on utilise que des matières organiques. Alors, c'est très fugace, la matière organique. Il y a une petite partie, plus ou moins grande, qui est stable. Mais l'essentiel va être digéré, respiré, éructé, flatulé, et ça va repartir. Ça vient, tout ça. Mais quand même, quand on met du fumier, des fientes, des bouchons de viande, vous savez ce qu'on appelait les farines animales, qu'on a décidé de plus donner aux vaches, ça fait un très bon engrais en bio. Donc bon, on fait un petit peu de stockage de carbone. On produit beaucoup moins de biomasse.
Et c'est vrai que le stockage de carbone, on stockera du carbone si on est capable d'en puiser dans l'atmosphère. Et donc, plus on produit de biomasse, plus on a une chance de séquestrer du carbone. En bio, on produit quand même un peu moins de biomasse. Bon, on va s'améliorer. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne ravache pas la biomasse qu'on a sous les pieds en lui mettant des doses déraisonnables d'engrais minéral. Vous savez, quand on apporte 300 unités de potasse à l'hectare, c'est comme quand on renverse la salière dans l'assiette de frites. C'est énorme comme dose. L'azote minéral, c'est quand même quelque chose qui va ramener la matière organique du sol, etc. Et puis, la vie du sol, on ne met pas d'herbicides, on ne met pas de fongicides, on ne met pas d'insecticides, on arrête de trucider tout le monde. Et donc, on a un stockage de carbone sous forme vivante, en fait, quoi, sous les pieds. Donc, bon, alors c'est vrai que les vers de terre font des saltos quand même quand on travaille nos sols. Mais bon, comme on a des sols ici qui sont plutôt riches en bactéries, les bactéries labourent faire des saltos, des triples de loots piqués, c'est pas grave. Regardez le patin hier soir. Elle, c'est du quotidien, enfin pas du quotidien, mais tous les ans c'est comme ça. Il y a un truc qui va bien aussi, c'est que comme en bio, on n'a plus tous les artifices qu'on peut avoir en conventionnel, et je parle artifice, on revoit ce qui se passe de façon spontanée en fait dans la nature. L'agriculture, c'est à la rencontre de l'homme et de la nature. Et en fait, on arrivait, je l'ai connu en conventionnel, on arrive à une agriculture qui est tellement sophistiquée, on ne sait plus trop ce qui se serait passé si on ne l'avait pas fait. Et c'est là qu'on revoit par exemple la place de la luzerne dans une rotation. Les blés de luzerne, donc on a une tête de rotation qui est basée sur la luzerne, surtout dans la région on a la chance d'avoir une industrie de la luzerne importante. Ça se sent quoi, et quand on a des champs qui arrivent en fin de fertilité, ça se sent aussi quoi. Et donc c'est là aussi qu'on manque de relais de légumineuses en milieu de rotation, et c'est là que les légumineuses, les protéagineux ont une place à jouer. Mais alors qu'est-ce que c'est aléatoire comme production, et puis comme c'est pas payé au niveau du risque, ça c'est rageant quoi. Mais bon, je vais faire un tout petit peu de sentimentalisme. Il n'y a pas de femmes ici, alors je pense qu'il faut qu'on assume notre côté féminin. Il n'y a pas de femmes autour de cette table ronde. Il y en a une, elle anime, bon ça va, c'est celle qui décide. C'est les postes de direction. Ouais. Non, je sais là dans ma présentation, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants. Je t'ai pas dit pourquoi je disais ça. Alors, je me suis fait plaisir, j'ai fait des enfants. Et puis j'observe l'état du monde, et là je me dis, mais je suis pas dans la merde maintenant. Hein. On a pas mal ravagé le monde. Alors les schémas de Jancovici le montrent bien. Ça va de plus en plus vite. Hein. On a une révolution industrielle qui a commencé à bien attaquer, et puis bon, voilà, ça va très fort, très vite. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, moi, il n'y a rien d'autre qui compte. Les enfants, c'est quand même vraiment ce qu'il y a de plus important, le reste c'est du loisir, quoi. C'est presque ça. Donc ouais, la bio c'est pas facile, ouais, l'agronomie c'est pas facile, c'est pas les techniques qui sont difficiles, c'est les changements de pratiques qui sont difficiles. Le changement est toujours vécu comme un deuil, c'est humain, c'est ça qui rend les choses difficiles. Et donc j'y crois, je me bats, et je continuerai à le faire, parce que voilà, vis-à-vis des seules personnes à qui j'aurai des comptes à rendre dans 20 ou 30 ans, je me dois de faire ça. Petite parenthèse, on devrait arrêter de voter pour des gens qui n'ont pas d'enfants. C'est quoi leur notion de l'avenir, leur notion du sens des responsabilités? Bon. On a période préélectorale. Et je termine juste sur un truc. Moi, ce que je trouve de plus sympa en bio, c'est qu'on est au début d'une aventure agronomique. Quand en conventionnel, j'avais l'impression qu'on était un peu au bout. Et ça, je crois que chez tous les bios, c'est un vrai bonheur. Je crois que l'aventure, c'est le bon terme pour les décennies qu'on aborde. Juste un rappel, vous avez tous parlé du sol. Le sol, c'est 60% de la biomasse de la Terre. Donc entre les racines des arbres et tout ce qui se passe en dessous, on ne le voit pas, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Serge, on a entendu pas mal de choses de la part de nos 3 intervenants. Comment tu voudrais réagir à ce qui marche pas? Alors, je vais faire une confidence. Avant de venir, souvent quand je me rapproche de Châlons en Champagne, j'ai toujours peur d'aborder certains sujets, notamment la diversification, qui ont été abordés par les 3, hein, notamment la présence de l'arbre, qui ont été un petit peu moins abordés pour la présence de l'arbre, notamment certaines adaptations sur les temporalités long terme,
le court terme. La réduction des gaz à effet de serre a été abordée également, tout comme la biomasse, ce qui est un petit peu moins dans mes scopes de compétences sur la réduction de gaz à effet de serre. Je sais que les shifters le font beaucoup. Moi, je suis plus sur l'impact du changement climatique sur la production. Donc, c'est bien que vous avez complété. On a parlé beaucoup d'approches systémiques de souveraineté alimentaire. J'en avais parlé aussi. D'irrigation, couverture des sols également. Et souvent, quand je vais dans des régions agricoles qui sont dites intensives ou parfois on dit industrielles ou plein d'autres termes, j'ai l'impression d'être un peu en ovni. Je ne sais pas sur quel public je vais tomber. Je me dis, est-ce que j'aborde ce sujet? Comment je l'aborde? Comment ils vont le prendre? Et là, je suis content parce qu'en fait, c'est vous qui les avez abordés, ces sujets. C'est pas moi. Enfin, je l'ai abordé avant un peu. J'ai pris un peu des pincettes. Je ne sais pas si vous avez remarqué à certains moments. Mais je suis content du coup que les acteurs du territoire se bougent sur ces différentes... sur la durabilité du sol aussi. On a parlé beaucoup du sol et c'est cool. Enfin, voilà. C'est bien que ça ne vienne pas de moi forcément et que ça vienne des acteurs du territoire. Donc, je suis vachement surpris. Alors du coup, j'ai envie de croire en l'intelligence collective, comme tu disais, l'intelligence des agriculteurs. Alors pour autant, faut aller plus loin. Hein. Alors je sais que dans les gens qui sont souvent, quand il y a des gens qui viennent à mes conférences, quand il y a des gens qui viennent à vos tables rondes également, quand il y a des gens qui viennent aux shifters, ce sont des personnes qui sont déjà en réalité dans le processus, qui sont convaincues. Une partie ne l'est pas, elle vient par curiosité, elle découvre, ça lui donne des idées, elle évolue. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut aller plus loin. Parce qu'en fait, on est bien entre nous là. Mais il y a les autres. Et il y a les autres sur le territoire qui font partie du territoire. Alors, on a parlé des enfants. Moi aussi, j'ai 3 enfants. C'est pas toujours un bonheur. Hein. C'était un petit peu enjolivé, mais ils doivent pas avoir le même âge, je pense. Ils doivent être plus âgés les tiens, parce que les miens, voilà. Le plus petit a 2 ans, note de la rédaction. Et bon, c'est quand même un plaisir, on est d'accord, enfin, ça dépend de l'heure. Et du coup, j'aimerais qu'on parle d'héritage. J'ai pas d'héritage des fermes, des bâtiments, des terres. Parce qu'on parle beaucoup du climat. Le climat comme héritage des gaz à effet de serre, ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, toutes les conneries qu'on a fait, qu'on savait peut-être pas à l'époque. Hein. Mais on nous donne un héritage à nous qui est un peu lourd et on essaye de ne pas le donner aussi à nos enfants qui sont un peu moins lourds. Ça, c'est le climat. Dans cet héritage, on oublie souvent les santé des écosystèmes, le sol, le carbone du sol et l'arbre. En fait, notre héritage, c'est pas juste l'air, c'est tout ce qui nous entoure et les filières qui accompagnent. Aussi, c'est la puissance de ces filières et la structuration économique agricole. On se concentre beaucoup sur l'air, mais on oublie le sol, l'arbre, les filières et l'agriculture au final. Donc moi, je considère que le carbone du sol et la vie du sol, la présence des arbres aussi, le carbone que contiennent ces arbres, si vous voulez, est tout aussi importante que la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'on donne en héritage à nos enfants. Voilà, donc je suis content que tu aies fini par cette touche un petit peu héritage enfant. Ça me permet de rebondir, moi, sur l'héritage qu'on donne de la santé de nos écosystèmes non agricoles et agricoles, en plus du climat. Il ne faut pas que le climat masque tout et que seulement que ce soit que des trucs de gaz à effet de serre. Voilà, donc je crois en l'intelligence collective comme ce qui a été dit et je crois surtout en votre intelligence d'aller parler aux autres personnes qui ne sont pas présentes dans cette salle pour pouvoir continuer ces débats que je trouve vachement riches et je suis étonné qu'on aille aussi loin dans ces réflexions ici où je pensais que c'était colza, betterave, tournesol, pommes de terre et blé. Et après, le reste, c'est de l'ovni, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis content. On va continuer. C'est bien, si en plus tu repars content. Je repars content. Deuxième et je cadeau. repars encore plus content s'il y aura encore plus d'agriculteurs qui viendront à ce type de conférence dans l'avenir. Voilà. Donc je Tu laisse reviens, la on parole fait 1000 personnes. Et qu'on change encore dans un champ encore. Cette fois-ci, on le fera à l'extérieur, dans un Ouais, champ vivant ouais, avec des papillons et des oiseaux. Voilà. Super. Maximin, ma question, elle sera la même pour tous les 3. On a beaucoup parlé de systémie et en effet, on est bien conscient aujourd'hui que
finalement le sujet ne peut plus être traité de manière individuelle et qu'il va falloir qu'on puisse travailler ensemble, mieux collaborer. Pour toi, c'est quoi les verrous systémiques ou en tout cas les freins qu'il faudrait lever pour aller encore plus loin, encore plus fort, parce qu'on l'a vu, il y a encore pas mal de choses à faire. Oui, alors le chemin de l'avenir, je pense, il faut vraiment croire en l'avenir d'abord, parce que moi j'en ai 4 des enfants. Qui dit mieux? Pour l'anecdote. Macron, il serait content avec la régénération, comme il dirait, de la société française. Non, mais simplement, voilà, c'est vrai qu'on est quand même dans une société qui est difficile, où avec les médias et l'augmentation, enfin, on crée quand même une société anxiogène, et moi ça me dérange quand même beaucoup, dans le sens où à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse avoir quelques pistes de progrès et d'avenir, parce que quand on se lève le matin, il n'y a rien de tel quand même que quand on se projette et quand on a le sourire et qu'on donne du sens en fait à ce qu'on fait. Donc moi je suis quand même beaucoup attaché au sens. Sans sens en fait on a peu d'énergie à l'action. Par contre quand on donne du sens à l'action, là on est très très fort. Et pour ça, il faut faire les bons constats, faut faire les bonnes collaborations, et c'est finalement ce qui peut nous permettre de trouver les solutions. Donc nous, sur les pistes d'avenir, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que moi, quand je vois l'évolution que je peux avoir, alors que je ne pensais pas que j'arriverais à changer les choses comme ça, bah, finalement, c'est quand même encourageant, quoi, parce que tu te dis... je vais quand même pouvoir changer quand même pas mal de choses. Donc moi, mon idée, c'est quand même d'essayer de renforcer tout ce qu'on essaye de faire avec TerraSolis, c'est-à-dire qu'à l'avenir, d'essayer de confronter les gens, d'essayer que les gens s'y rencontrent, qu'on puisse finalement faire de cette région. Parce que cette région, pourquoi elle a ce dynamisme-là? C'est aussi parce qu'elle était loin des ports, et que nous, il a tout le temps fallu qu'on se débrouille ici. Et en fait, la facilité des ports a fait qu'il y a bien d'autres régions en France qui finalement se sont moins structurées comme nous autour de la coopération, autour du mutualisme, parce que finalement, il y avait la facilité du débouché. Donc, ils ont eu une façon un peu plus individualiste de gérer leur métier d'agriculteur. Nous, ici, il a quand même fallu tout le temps se débrouiller. Il y a eu les grandes guerres, et quelque part, il a fallu trouver aussi un débouché à nos matières, et que les agriculteurs s'organisent. Donc, quelque part, on a ce gène du travailler ensemble et de trouver des solutions à travers les outils, à travers la coopération et à travers la coopération des agriculteurs entre eux. Alors après, il faut peut-être y donner un nouvel élan, il faut peut-être voir les choses différemment. D'ailleurs, Transition est là aussi pour donner des éléments nouveaux. Nous, en tout cas, dans notre part du travail avec TerraSolis, on est lauréat à un appel à projet où on va tester aussi quelques technologies, dont une qui est la plasmalyse. Et en fait, la plasmalyse, il y a une partie du CH4, en fait, quand il y a de la fermentation, donc c'est du CH4. Et l'idée, c'est de passer ce CH4-là dans un micro-ondes, dans un espèce de micro-ondes, ce qu'on appelle la plasmalyse. Et l'onde, en fait, elle casse la molécule de CH4. Du coup, du H4, ça fait 2H2, donc ça fait de l'hydrogène. Et vous séparez aussi la molécule de carbone, qui est un carbone noir, un carbone pur, sous forme de poudre. Et donc, on va essayer de tester, si on va au bout de notre projet, de faire une partie du CH4, admettons 20% d'un méthaniseur, que vous passez en plasmalyse, vous récupérez ce carbone noir-là, que vous mélangez au digestat du méthaniseur, et comme ça, vous pouvez recarboner vos sols, parce que mélanger avec une certaine proportion de matière organique à travers le digestat, en fait, vous rendez le carbone stable, et vous le rendez surtout assimilable au sol, pour qu'il soit bloqué dans le sol. Donc ça, c'est une technique qui est potentiellement... Alors, ça marche un peu avec du biochar, notamment, ils ont réussi à relever des pH en Amérique du Sud, dans des terres qui étaient fort déstabilisées en pH avec ces techniques-là. Mais en fait, là, le carbone noir, c'est pas du tout un biochar, c'est un carbone pur, noir. L'avantage, c'est que vous êtes puits de carbone, là, pour le coup, et que si vous relevez, si vous arrivez à stocker du carbone comme ça, c'est un peu un carbone mort. On connaît ça dans la Champagne, hein, c'est-à-dire que dans les 5% de matière organique, il y en a 3 qui est finalement une matière organique plus ou moins morte. Pourtant, elle a ce rôle de rétention en eau et de pouvoir justement faire un petit peu l'effet éponge en eau.
Et ben finalement, si on arrive à capter ce carbone-là et à le remettre au sol avec la matière organique, on va augmenter cette partie de carbone un peu inerte, mais qui a quand même un rôle sur la rétention et qui joue son rôle de puits de carbone et de rétention en eau. Donc c'est une des pistes qui peut être avancée à travers de la technologie. Et en plus, ce carbone noir-là, il peut remplacer des métaux rares, du quartz, etc., qui est utilisé par exemple pour mettre dans les pneus, c'est la dureté des pneus, etc. Et ça vaut aussi de l'argent. Et en fait, moi, ce que je considère, c'est que finalement, le carbone, il a beaucoup de valeur. Sauf que, en fait, si on va jusqu'au bout de la chaîne pour essayer justement d'aller jusqu'à la valorisation de ce carbone-là dans toutes ses externalités, eh ben, on pourra, nous, agriculteurs, étant donné que c'est nous qui sommes le réceptacle de cette photosynthèse, mais en fait, on ne va pas donner notre carbone. Le carbone, il a une valeur monstrueuse. Et donc, nous, l'idée, c'est d'essayer de montrer comment est-ce qu'on boucle des cycles. Et plutôt que de faire peur à tout le monde avec le biogaz, la souveraineté alimentaire, etc., nous, on souhaite plus ou moins voir comment est-ce qu'on peut faire une économie circulaire avec le bouclage des cycles et dire finalement peut-être qu'avec 15% de culture dédiée qu'on met dans un méthaniseur, c'est ce qui nous permet de garantir l'avenir de nos sols et de faire une souveraineté alimentaire neutre en carbone. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on oppose les choses, parce qu'on n'a pas cette approche systémique. Et on se dit, mais si tout le monde fait ça, bah évidemment, il va nous manquer de l'alimentaire. Sauf que nous, pour conserver nos sols, quand vous n'avez pas d'élevage, il vous faut une solution. Donc il faut arrêter d'opposer, il faut avoir une approche systémique. Par contre, il faut beaucoup travailler sur c'est quoi les seuils, c'est quoi le taux de matière organique qu'il faut remettre dans les sols, c'est quoi le taux de carbone, quelle plante il faut faire, parce que parfois, voilà, peut-être mieux faire une C4, du coup elle va vous prendre moins de surface, etc., etc. Donc en fait, vous rentrez dans les champs du possible, dans ce qu'on appelle, et c'est ce qui est difficile aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on aime bien expliquer aux gens, il y a une solution, c'est blanc, c'est noir, il faut que ça tienne sur un format d'1 minute sur YouTube, et pour que tout le monde comprenne. Parce qu'on n'aime pas la complexité. Mais sur ce sujet-là, c'est forcément complexe. Et le problème, c'est que, c'est ce que je vous disais en amont, c'est qu'il n'y a pas d'institut de cette approche systémique et système, enfin, dans cette complexité, et personne ne s'amuse à mesurer finalement quel pourcentage on pourrait mettre, etc., pour assumer le bouclage des cycles, c'est-à-dire le bouclage de l'azote, du carbone, de l'eau, du phosphore, de la potasse, et voir comment est-ce qu'on peut faire pour justement ne plus dilapider tous ces éléments-là et faire en sorte qu'on ait une économie qui soit la plus vertueuse possible dans la durabilité. Donc voilà, c'est un exemple qu'on va tester. Il y en a aussi bien d'autres. Il y a une grande maquette financière, mais c'est tout l'objet de TerraSolis. Merci. Pierre-François, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on aille plus vite et plus loin, selon toi ? Alors, juste une petite parenthèse, tu as peut-être trouvé la peinture noire qui va nous permettre de déblanchir nos sols. L'albédo va s'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour accélérer les choses ? Moi, il y avait une case tout à l'heure dans les 9 leviers, là. Tout en bas à droite, il y avait la recherche. Alors, on s'entend bien, moi je suis en bio, je ne veux pas de recherche en OGM, etc. Vous l'aurez deviné. Mais je vais revenir sur l'essai paillage que j'ai fait l'année dernière. Je me suis inspiré d'Autrichiens qui faisaient des pommes de terre sous paillage. Et il paraît que ça marchait vachement bien. Bon. Je me suis retrouvé, l'histoire c'est que je suis producteur de dactyles, semences de dactyles. Le dactyle, c'est une grosse herbe fourragère, on n'en veut pas dans notre gazon, c'est vraiment horrible. Mais ça marche bien en bio, et puis j'ai tellement bien bossé, j'ai fait les mêmes rendements qu'en conventionnel. Ils se sont retrouvés avec beaucoup trop de stock, et ils m'ont dit arrête le dactyle s'il te plaît, enfin arrête-le, point. Mais j'avais déjà du dactyle implanté et qui était magnifique, et j'ai jamais trouvé la force de le détruire. Donc j'ai laissé pousser, je me suis retrouvé avec une quantité de biomasse impressionnante au mois de mai. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut en faire quelque chose de ça. On est au mois de mai, le temps presse. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais tenter l'essai paillage. Alors, je l'avais senti un petit peu avant, et j'étais allé frapper à quelques portes, parce que moi, paysan, je suis le maillon faible de la chaîne. C'est quand même pas à moi de prendre tous les risques, quand même. Si, bon. Parce que, vous savez comment... Alors, donc, je suis allé frapper à quelques portes. Au moins pour que pendant mon essai je dorme tranquille. Si je prends une grosse gamelle, que je sois pas le seul à la payer, cette gamelle, quoi. Je voulais une sorte d'assurance, quoi.
Genre, moi, il me faut tant à l'hectare, je vais produire un petit peu, ben, si ça suffit pas, vous mettez la différence. C'est un truc qui n'aurait pas coûté très cher. C'est des montants à 3 ou 4 chiffres. On a dans l'écosystème agricole, alors Marnay, Champenois, Grand Est et France, on a quand même des gens qui sont pas à des chèques à 4 chiffres près, quoi. Et donc, je suis allé frapper à quelques portes. Alors, je vais éviter de les citer pour... voilà. Alors, soit on m'a dit, écoute, on peut pas, on n'a pas l'outil, désolé. Soit on veut pas, tu nous intéresses pas, soit ah bah j'y crois mais pas pour cette année, genre des World Company où il faut que ça remonte et on en est loin. Bref, personne n'a pu m'aider. Par contre, tous ceux à qui je demandais, ils me disaient par contre, est-ce que je peux le suivre ton essai? C'est vachement intéressant, tu m'étonnes, un essai de paillage en grande surface, c'est intéressant. Surtout quand on sait tout ce que peut apporter un paillage, couverture du sol, protection de la vie du sol. Le pire ennemi du sol, c'est le soleil. Il faut le savoir, c'est pas la chérue, c'est pas le glyphosate, c'est le soleil. Vous ombragez votre sol, vous le couvrez, c'est l'agriculture de conservation, c'est les couverts permanents, etc. C'est génial. Donc là, on couvre le sol, on nourrit la vie du sol, on la protège et on garde l'humidité. Tout ce qu'un n'importe quel jardinier fait chez lui, quoi. Bon, sur des grandes surfaces, fallait voir la faisabilité, etc. Mais aujourd'hui, on est surmécanisé, on a des prestataires qui disent jamais non, etc. On l'a fait, quoi. Et ils avaient trouvé un zigoto qui était prêt à le faire. Ils voulaient tous alors planter des sondes tensiométriques pour voir un peu ce que ça retenait comme humidité, suivre le stade, c'était pour un soja, suivre les stades du soja, etc. Mais attendez les mecs, qu'est-ce que vous me proposez? Rien. Mais vous saurez même pas où est la parcelle. Sauf que je suis à Châlons, à 2 km du complexe agricole, donc ils étaient tous à vol d'oiseau, ils pouvaient presque voir le champ, mais ils n'ont jamais su où c'était. Ah ouais, mais d'habitude, comment ça se passe? Les agriculteurs, ils font des essais, puis après ils mettent en commun, et puis donc ils prennent tout le risque pour eux. Et donc ma question, elle est là, quoi. Qui doit prendre les risques en agriculture? Le paysan, regardez, les fermes disparaissent, la question du revenu, elle se pose pour tout le monde, qu'on soit conventionnel, qu'on soit bio. On n'est plus une profession de riches. Et c'est encore à nous de faire les investissements pour sauver la planète. Quand on parle de climat, quand on parle de qualité de l'eau, etc., ça dépasse le simple paysan, quoi. Donc qui doit prendre les risques? Qui doit financer la prise de risque? Qui doit financer la recherche? Alors le pompon, ça a été, là, tout s'est éclairé. J'ai frappé à la porte d'un institut technique. Je leur ai fait un dossier de 8 pages en leur expliquant tout ce que je voulais faire, etc. Ils m'ont appelé, c'est génial ce que vous voulez faire. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe, la vie. Soit vous êtes en haut, vous avez un budget et une envie de recherche et votre projet de recherche se fait puisque vous avez amené le budget, soit vous êtes en bas, vous avez des idées, vous n'avez pas de budget, ça ne se fera pas. Et là, j'ai compris comment on emmenait toute une profession dans la direction voulue par ceux qui avaient déjà le pognon. Ok ? C'était tellement évident que je n'y avais pas pensé, mais voilà, tout c'est clair, quoi. Donc je pense qu'il faut organiser, orchestrer la recherche. Tu as raison, il faut qu'on soit d'accord sur les directions. Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait un grand débat. Grand débat sur qu'est-ce que la France attend de son agriculture, qu'est-ce que les agriculteurs attendent de leur société, et qu'on marche tous dans la même direction. Quand, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la profession agricole s'est lancée dans une aventure qui a été couronnée de succès, et ça reste quand même un beau souvenir. Et tout le monde allait dans le même sens, la recherche, la finance, la politique, les paysans, tout le monde, les machinistes. Aujourd'hui, dans quel sens il faut aller? Qui sait? Les conventionnels, ils sont nous on a de moins en moins de produits phyto, on n'a pas de prix, les bio, on a de moins en moins d'aide. Plus personne aujourd'hui n'est sûr d'avoir choisi le bon camp, quoi. Donc il va falloir qu'on réfléchisse, il va falloir le faire. Alors, il y a beaucoup de monde qui n'a pas intérêt à ce que ça se fasse, à ce qu'on change les choses. Est-ce que ce grand débat aura lieu? J'en sais rien. Mais enfin, il faut quand même qu'on se mette tous d'accord. Puis alors, comme disait l'autre, la guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse aux militaires. L'agriculture est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse aux seuls paysans. La société doit s'emparer, elle aussi, du débat. Et la recherche, la prise de risque, qui doit financer tout ça? Moi, quand je pense à mon essai paillage, c'est quand même un sacré levier que j'ai tenté contre la sécheresse. La sécheresse, ça coûte aux paysans qui produisent moins et ça coûte aux assureurs climatiques. J'ai été un assureur climatique dans une autre vie.
Ils n'ont jamais gagné d'argent sur ces trucs-là. Il y a pas quelqu'un de Groupama là ou de Pacifica dans la salle qui peut venir et dire oui, j'ai des chèques à 4 chiffres que je peux faire à des paysans qui peuvent me trouver des solutions contre ce qui nous coûte des millions à côté, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas réunir tout ce monde-là? L'aval, tous ceux qui nous vendent plein de choses et qui ont intérêt à ce qu'on ne crève pas tout de suite. Tout l'amont, pardon, ça c'était l'amont. L'aval, tous ceux les transformateurs, les collecteurs, les exportateurs, nos vrais patrons, c'est eux. Oui, on va avoir besoin de produire. Et puis, les assureurs, les banquiers, etc. Est-ce qu'on ne peut pas mettre tout ce monde là autour de la table et dire, voilà, on a des axes de recherche, on met les moyens, et toi, paysan, dors tranquille, fais ton essai, tu risques rien. Tout un programme. Juste peut-être 10 secondes. On est sous l'ère du Trumpisme et aujourd'hui, le climat, le monde entier recommence à s'en BLC et on n'arrive plus à vendre les crédits carbone. Et c'est con parce que c'était un moyen de financer la recherche quand même. Et la prise de risque. Étienne, toi aussi, quand on a préparé la table ronde, tu me parlais de chaîne de valeur dans les verrous systémiques. Oui, je pense que c'est ce qui ressort des 3 témoignages, même de tous les 5. Ce qu'on peut porter en message cet après-midi, c'est la prise de risque, elle ne doit pas dépendre de l'agriculteur. Transition, on a réussi à trouver une façon de le faire, mais comme ça a été dit tout à l'heure, on est limité sur le nombre. Alors ça reste élevé, hein, je n'ai pas dit, mais en gros, c'est quasiment 20% de la collecte qu'on arrive à valoriser de cette façon-là. Mais c'est que 20%, si on le voit de verre à moitié vide. Et comme ça a été dit, pour le moment, on n'arrive pas à le faire en bio. Pourtant, il y a des agriculteurs bio aussi qui seraient intéressés par transition. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce qu'en fait, la chaîne de valeur, les deux ne communiquent pas. Il y a la chaîne de valeur bio où ils arrivent à mettre un peu plus d'argent pour le bio, puis il y a la chaîne de valeur de ceux qui arrivent à mettre un peu plus d'argent pour une agriculture régénérative qui est encore dans l'usage de phyto, encore dans l'usage d'engrais de synthèse, mais qui essaie de réduire différents impacts, etc. Mais par contre, le cumul des deux, impossible aujourd'hui. Et pourtant, comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est quelques centimes sur les produits finis. Hein. Au Shift, on dit que le prix de la matière au niveau global, c'est 7%. Et tout le reste, c'est du marketing, c'est des locaux, c'est des gens, c'est la caissière. Ce serait même beau si c'était 16% 7. Dans 7. Mais 7, ça, enfin, qu'on soit peut-être clair, pas hein, pour les en céréales, céréales, c'est même pas le cas. Oui. Sur d'autres produits, ça peut l'être. Donc voilà, c'est dans la moyenne. Mais c'est vrai que dans les céréales, bon, on n'est pas à 7%. Dans la baguette de pain, il n'y a pas 7% de prix du blé, malheureusement. Mais de ce côté-là, voilà, chaîne de valeur, on l'a bien compris, donc je ne vais pas paraphraser ce qui a déjà été très bien expliqué auparavant, je vais donner un autre exemple dans la chaîne de valeur. On l'a dit, ce qui fait des émissions de gaz à effet de serre en grande culture, c'est l'azote. On n'est même pas revenu là-dessus, mais pourquoi? Parce que le N2O, le protoxyde d'azote, un des gaz qui est libéré dans l'atmosphère quand on épand de l'azote au champ, c'est un gaz qui a un pouvoir de réchauffement qui est à peu près, alors les chiffres exacts qui ont été revalidés, c'est 265 fois supérieur que le CO2. Donc quand on émet 1 kg équivalent en gaz de N2O, c'est comme si on avait émis 265 kg de CO2. Dans la région, il n'y a pas d'élevage. Donc la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture locale, c'est du N2O, du protoxyde d'azote. Aujourd'hui, il y a 2 façons de faire pour émettre moins avec cet azote. Retenez, on va faire pour la forme, on va couper la poire en deux, même si la réalité n'est pas là. 50% des émissions de gaz à effet de serre, elles sont au champ. Donc c'est ce protoxyde d'azote. Comment on peut faire pour l'optimiser aujourd'hui? Pour réduire? Réduire la volatilisation, des choses comme ça. Il existe des procédés qui sont plus ou moins reconnus, et c'est surtout ça aussi le problème, c'est que parfois il y a des choses, on arrive à démontrer qu'elles fonctionnent, mais elles ne sont pas intégrées dans les méthodes labellisées françaises qui sont reconnues. Donc en fait, on a beau le faire, on sait que c'est bien, ça coûte, ça rapporte rien. Le client, il ne met pas 1 euro de plus pour ces pratiques-là. Donc, en fait, l'agriculteur, encore une fois, il ne va pas juste financer, lui, quelque chose qui est décarboné, juste... ça pourrait être bien de le faire de façon charitable. Mais comme ça a été bien dit, les agriculteurs ne sont pas riches, ils ne peuvent pas se permettre de prendre ces risques. Un autre aspect, c'est toutes les émissions quand on produit de l'engrais. Et ça, c'est ce qu'on appelle les émissions à la production. C'est à peu près l'autre 50%. Aujourd'hui, pourquoi produire de l'engrais, ça coûte cher? Parce qu'il faut énormément d'énergie. Et cette énergie, c'est pour ça qu'on vous parle des Russes, du gaz russe depuis le départ, c'est que pour avoir beaucoup d'énergie, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est de brûler du gaz. Il existe aujourd'hui des process qui n'utilisent pas de gaz pour fabriquer de l'engrais azoté. Pourquoi on ne va pas vers ça? Tout simplement une question de prix.
On peut décarboner à la production d'à peu près 70% en changeant la forme de l'énergie initiale. Plutôt que de prendre du gaz, on va prendre du photovoltaïque, de l'éolien ou de l'hydrologie, qu'importe. On remplace une forme qui émet énormément de gaz à effet de serre par quelque chose qui est plus neutre. On arrive à réduire de 70% les émissions à la production. Donc 70% de 50%, hein, vous êtes à peu près sur déjà 20% hein, qu'on peut réduire en bilan global émissions de gaz à effet de serre. 20%, c'est les objectifs quasiment hein, des accords de Paris, on a 25. Nous, à la COP, on s'est fixé 29%. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait alors que la technologie existe? Simplement parce que ça coûte une fortune. Et donc, le bilan carbone ne permet pas, et même nous, avec notre démarche, on arrive à reverser, les moyennes, ça fait un peu moins de 100 € de l'hectare de reverser aux agriculteurs. Même avec ces primes-là qu'on arrive à les capter dans la valeur, on n'est pas du tout dans l'usage de ces pratiques-là. On n'arrive même pas à utiliser ces engrais à l'échelle de 2%. Donc c'est pour dire les sommes qu'il faudrait investir ou qu'il faudrait donner comme moyen aux agriculteurs pour pouvoir financer toutes ces choses-là. Donc tous ensemble, et ce sera un peu mon mot de conclusion, c'est il faut être acteur, déjà nous au sein de la pièce, et puis d'en parler avec les autres, effectivement, de sensibiliser sur le fait que le chiffre de 7%, il doit faire peur aujourd'hui. Pourquoi il n'y a que 7% qui va pour payer la matière dans tout ce qu'on consomme? Pourquoi est-ce qu'on paye de moins en moins notre alimentation? Certains diront que c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que la dépendance et que tout le monde arrive à se nourrir, donc c'est plutôt bon signe. On peut le voir de ce côté-là, et de l'autre, c'est de se rendre compte que ce qu'on est en train de manger, c'est ce que les gens ne produisent pas en France. Donc, sur lesquels on ne peut pas du tout légiférer sur des méthodes de production, etc. Donc tous ensemble, soyons acteurs et encourageons les démarches pour payer des services écosystémiques, finalement, qui soient à l'échelle du climat moyen-long terme, comme on l'a dit, parce qu'à l'échelle de la planète, 2100, c'est demain, ou même très court terme, sur des actions biodiversité très concrètes qu'on peut avoir avec des impacts en quelques années seulement, replanter. Alors, les haies, ça prend un peu de temps, mais des bouchons champenois, il y en a qui pratiquent dans la salle, des bandes enherbées, des bandes fleuries, ça peut déjà avoir des impacts court terme. Donc commençons à mettre en place des choses long terme, mais n'oublions pas le court terme non plus. Merci Étienne. Serge, on va conclure sur cette partie. Oui, vous pouvez l'applaudir avec entrain. Merci. Ma question, elle était au niveau national. Est-ce que toi, tu vois d'autres verrous? Comment tu peux... Déjà, avant de répondre à la question, c'est toujours aussi passionnant de vous entendre, messieurs. Donc, tu vas rester là. Non, il ne fait pas assez beau, je suis désolé. Je vais retourner à Montpellier demain. Pour revenir à Paris, demain aussi, je fais l'aller-retour pour chercher les enfants. Les 3 enfants que je dois garder une semaine avec le salon de l'agriculture. Mais je les aime bien. Alors, du coup, non, je rigole avec ça. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais rebondir sur... Vous verrez au fil de l'exemple, je vais rebondir sur toutes les interventions. Je prends l'exemple de la pistache de Cavaillon, qui est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas encore ici. À Cavaillon, ça commence à être connu. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs, il y a un moment, ils se sont dit que l'abricot ou la vigne qu'ils avaient sur leur parcelle ne produisait plus assez pour leur permettre de vivre. Parce que la vigne, soit c'était trop de sécheresse, le prix, le vin ne se vendait plus très bien, mais aussi le goût du vin avec le taux d'alcool qui augmente n'était plus très bon. Ou soit l'abricot qui fleurissait trop tôt et qui n'arrêtait pas de geler tous les ans et ça produisait rien. Donc il y a un moment, ils se sont dit, bon, je vais enlever l'abricot, je vais enlever la vigne, je vais mettre de la pistache. Parce que la pistache, elle est cool, elle fleurit 2 semaines plus tard que l'abricot. La pistache, elle est cool parce qu'elle résiste vraiment beaucoup à la sécheresse et aux fortes températures. Donc ça résout 3 problèmes à la fois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les agriculteurs ont enlevé une culture qui leur permettait de gagner un peu. Un peu moins qu'avant, mais un peu quand même. Donc ils ont enlevé une culture, donc c'est une perte économique sur plusieurs années, le temps que la nouvelle culture produise quelque chose. Ensuite, ils ont acheté le matériel végétal. Ensuite, ils l'ont planté avec tous les travaux agricoles qui vont en parallèle. Ensuite, ils ont investi dans du matériel de séchage, salage, ensachage, packaging, vente. Ils ont fait ça tout seuls. Ça veut dire que c'est l'agriculteur tout seul qui a pris le risque économique de transformer et de faire l'héritage à nos enfants sur plusieurs générations de cette nouvelle filière. Un héritage qu'il va donner à nos enfants. Pour moi, c'est plutôt nous qui devrons le payer pour améliorer l'héritage qu'on donne à nos enfants. Eh ben non, c'est lui qui a pris le risque et qui le prend encore.
Parce que derrière, il faut faire des AOC, des IGP. Alors on commence à leur expliquer comment faire des cahiers de charges, comme si on avait que ça à faire, de faire des cahiers de charges pour ça. Derrière, moi j'aimerais que ce soit aussi toute l'intermédiaire. Alors du coup, on l'a vu avec Vivesia, du coup il y avait, alors je me rappelle plus toutes les entreprises qu'il y avait, mais ça c'est super. Je trouve que c'est rare que j'entende ça, que on investisse pour la transformation, parce qu'il faut pas oublier que les industries agroalimentaires et Vivesia dépendent des agriculteurs aussi. Donc si les agriculteurs vont pas bien, bah vous aussi vous allez bien. Donc vous n'allez pas bien. Donc c'est à vous aussi d'aider toute cette filière. Et c'est là où je vais répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut faire bouger au niveau national pour augmenter l'impact? Bah, les politiques. Il faut, quand je dis bouger, c'est les changer en fait. C'est pas les bouger, les secouer. C'est les changer. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'objectif clair de qu'est-ce qu'on veut sur nos territoires dans l'avenir. On n'a aucun objectif. Personne n'a d'objectif. Il y en a qui font de la cacahuète par-ci, des kakis par-là, des agrumes par-ci. Il n'y a aucune cartographie nationale de qu'est-ce que ressemblerait la souveraineté alimentaire de la France et sa disparité en fait, de qui peut faire quoi, sans non plus faire des monocultures bien sûr, mais qui peut faire quoi au niveau français, et encore pire au niveau européen, parce que du coup le changement climatique ne concerne pas que la France, ça concerne que l'Europe. Et il y a un moment, nous Français, on aura aussi la responsabilité de nourrir l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, l'Italie, la Grèce, le Liban, tous ces pays-là qui ne pourront plus produire au niveau de leurs parcelles. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est eux qui vont remonter chez nous. Donc on a tout intérêt à réfléchir à une solidarité, je terminerai par ce mot, entre les acteurs de la filière et entre les pays pour pouvoir faire face au changement climatique. Donc qu'est-ce qu'il faut changer? Avoir un objectif et changer de politique. Voilà, merci. Merci Serge. Juste un truc, bon, il y a la réserve électorale, mais bon, on va pas parler de politique maintenant, mais si jamais Jean Covici va être ministre de l'énergie, je serai ministre de l'agriculture. Ah, voilà. La team. Gouverner, c'est prévoir. Donc ça revient sur ton sujet d'anticiper. C'est anticiper, voilà. Voilà, C'est donc gouverner. le premier mot c'est qui anticiper. finira comme le dernier.